Très bien, donc si tout le monde est prêt, nous allons vous proposer une enquête menée auprès de professionnels de la communication sur la région du Languedoc-Roussillon. Alors cette enquête, nous l'avons intitulée « Le prisme du changement, nouvelle facette des organisations, des pratiques, mais aussi des individus ». Et cette enquête, elle a été réalisée auprès de 25 professionnels. Ils sont à la fois responsables, chargés de communication, de grandes entreprises évidemment, mais aussi d'institutions publiques. Ils sont chargés de missions université, RSE, politique, dirigeants aussi, dirigeants de PME, politiques, journalistes. On est même allé voir des professionnels en cours de réinsertion, c'est-à-dire de reprise d'études finalement. Nous avons préféré nous entretenir avec eux en utilisant la méthode de l'enquête semi-directive. Donc cette enquête-là, cette méthode-là, c'est finalement permettre d'orienter notre enquête, mais aussi de laisser l'enquêté réfléchir, proposer ses réflexions, plusieurs pistes de réflexion et aussi ses réponses finalement de manière assez libre. En fait, pour réaliser ces enquêtes, nous avons élaboré des grilles d'entretien, donc des grilles de questions ouvertes sous différentes thématiques. Donc les thématiques, les sous-thématiques exactement du changement sont l'investissement des organisations auprès de tous les publics, mais aussi l'accompagnement du changement par la communication, ainsi que la place de la formation et la place de l'expérience dans l'entreprise. Dans cette enquête, nous vous proposerons une définition à la fois du changement selon les interviewés, mais aussi une définition, la nôtre, après analyse de ces entretiens, selon 3 cadrages, 3 niveaux, 3 coups de projecteur. Donc les voici, ce sont les changements de normes, les changements de forme, et enfin les changements symboliques. Alors on commence avec la définition du changement selon les interviewés. Donc nous allons voir comment ce changement a-t-il été abordé selon les interviewés. Finalement, le changement, c'est un terme qui peut caractériser tout sujet. C'est le fait de rendre plus ou moins différent, de modifier, de transformer quelque chose ou quelqu'un. Finalement, c'est le résultat de l'action de changer. Mais changer quoi ou qui? Dans le cadre de notre étude, le changement a été abordé sous plusieurs angles. Comme vous l'a dit Célia juste avant, selon leurs fonctions, chargés de communication, politique, directeurs d'entreprise et autres, les interviewés ont chacun donné une définition du changement en fonction de leur environnement. Ils nous ont parlé de changement organisationnel, comportemental, changement culturel, politique, etc. Certains ont utilisé le terme de changement et d'autres le terme de mutation pour exprimer un changement, des changements plus profonds, voire même radicaux. Nous allons voir donc justement cette définition du changement sous trois tendances en fait, donc les 3 tendances qui sont vraiment ressorties de notre enquête, soit les changements digitaux, les changements comportementaux et les changements organisationnels. On commence avec les changements digitaux. Les TIC font aujourd'hui partie de notre quotidien et entraînent ce que l'on appelle la digitalisation de l'homme. Qu'est-ce que c'est? C'est l'homme connecté. En effet, l'homme est de plus en plus connecté. Il évolue et change avec ces nouveaux outils qui sont mis à sa disposition. La technologie faisant place à de nouveaux comportements et usages. Et dans tout ça, les relations humaines ne sont plus les mêmes. Je cite l'un de nos interviewés. La digitalisation de l'homme renvoie à notre manière d'évoluer culturellement dans nos relations parce que l'outil numérique transforme justement ces relations. Cette évolution digitale est en cours, oui. Et c'est même plus que ça, puisqu'aujourd'hui, on est déjà en train d'imaginer et d'envisager l'après-digital. Justement, l'après-digital, c'est quoi? Eh bien, c'est une fois qu'on a intégré complètement ce que c'est que le digital, c'est comment on l'intègre vraiment dans notre quotidien, dans nos pratiques professionnelles ou autres. Je cite à nouveau un interviewé, « La digitalisation, nous sommes en plein dedans, c'est déjà acquis
Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est de réfléchir à l'après-digital. On passe maintenant aux changements comportementaux. L'usage des nouveaux outils de communication et des technologies a amené l'individu à transformer son comportement. Il aspire maintenant à l'immédiateté. Et justement, cette immédiateté fait référence à l'utopie des démocraties participatives. C'est quoi les démocraties participatives? L'utopie des démocraties participatives? C'est un désir d'immédiateté, un désir d'ouverture de l'espace public et un désir de transparence. Donc ce désir d'immédiateté, finalement, c'est la notion du tout de suite et tout le temps connecté. Et c'est à présent, justement, un phénomène sociétal. Donc du coup, le comportement des citoyens a profondément changé. Ce changement a été... pardon, vous me perturbez. Ce changement donc, a été annoncé donc, par l'un des interviewés avec une citation qui est sympa. Désormais, le citoyen réagit immédiatement, instinctivement, et attend en retour un résultat tout aussi immédiat. Alors pourquoi? Parce qu'il a désormais perdu toute patience. Comme nous avons pu le voir, l'un des principaux effets de cette digitalisation, l'immédiateté, l'instantanéité, donc je cite une nouvelle citation, cette pratique du tout de suite et tout le temps connecté est enfin rentrée de plus en plus acceptée par l'ensemble des générations, au bureau, chez soi, sur le terrain ou même en réunion. Passons au changement organisationnel. L'accélération des changements digitaux et comportementaux qu'on vient d'aborder précipite le cycle de consommation et accélère la modification des usages. Les utilisateurs, qui sont également consommateurs, s'approprient de plus en plus vite ces nouveaux usages. Les organisations doivent s'adapter. Les consommateurs attendent toujours plus et poussent ainsi les entreprises dans une course à l'innovation. Je cite à nouveau un interviewé, « Cela bouscule les entreprises qui sont obligées de se renouveler plus vite et d'innover plus vite afin de garder un avantage sur leurs concurrents. » Finalement, l'introduction des nouvelles technologies perturbe. On va dire que les employés au sein d'une organisation sont plus ou moins prêts à s'adapter aux changements en fonction de leur génération. Je cite à nouveau, « Les changements technologiques notamment effraient beaucoup les employés et les seniors encore plus, parce que l'acquisition de nouvelles compétences leur semble ou trop compliquée ou trop longue. » Donc nous constatons finalement que le changement, entendu principalement à travers le champ de la communication, revêt différents aspects, et de nombreux aspects. Finalement, le changement en soi, c'est une notion relativement simple à comprendre. On l'a dit, c'est une modification, oui, c'est une transformation, mais ce qui est complexe en fait dans cette définition du changement, c'est de définir le changement, de se l'approprier, de se l'adapter en fonction de son contexte. Et parallèlement, quel que soit ce contexte, c'est l'information et communication qui va finalement accompagner ce changement. Donc nous avons effectué un travail réflexif dans le cadre de l'enquête que nous avons menée. Nous sommes partis d'un corpus que nous avons analysé et nous avons recueilli également des propos sur le terrain. Nous avons surtout cherché à analyser les ressemblances et les dissonances des différents points de vue. Et nous avons, grâce à une catégorisation, relevé 3 grands niveaux de changement, qui sont bien sûr interdépendants et en interrelation. Donc en premier lieu, un changement de normes, c'est-à-dire tout ce qui est dans le cadre législatif, organisationnel, structurel et sociétal. Dans un deuxième temps, les changements de forme, c'est-à-dire tout ce qui touche aux usages et aux pratiques. Et dans un troisième temps, les changements symboliques, c'est-à-dire la perception que les acteurs en ont. Donc dans nos interviews, il est apparu que la problématique principale qui en ressort, c'est que la technologie est un élément principal du changement organisationnel, et pourtant l'homme se trouve au cœur de ces enjeux. Nous allons voir donc comment l'homme initie ces changements de normes, comment il s'adapte au changement de forme, et comment il construit ce cadre symbolique, de ces changements.
Voilà. Donc moi, je vais vous présenter le changement vu à travers les normes. Est-ce que je peux avoir la slide? Avant de commencer là-dessus, je vais vous placer dans une espèce de métaphore de la ruche, parce que c'est le visuel qu'on a choisi pour notre affiche. Comme vous pouvez le voir, les alvéoles qui constituent cette ruche sont mêlées les unes aux autres, sont interdépendantes les unes des autres, et sont aussi complémentaires. Comme M. Réjambeau l'a souligné, il y a également les allégories du théâtre là-dedans, donc l'homme sous le feu des projecteurs, ce qui se passe derrière les rideaux de l'organisation et ce qui se passe dans le public. Si on ramène cette métaphore à l'échelle du changement des normes, on arrive à des questions qui sont autour de comment est-ce qu'elle est construite, comment cette ruche, avec quelle participation des membres, va se construire. Où est-ce qu'elle est construite? Est-ce que c'est par rapport à des enjeux locaux, par rapport à des enjeux territoriaux? Et sa forme, comment est-ce qu'elle est faite? Est-ce qu'elle est ronde, carrée? Est-ce qu'elle est une SCOP? Est-ce qu'elle est une entreprise classique? Et enfin, comment ça s'organise là-dedans? Les évolutions normatives, malgré le terme normatif qui fait souvent référence à des conceptions juridiques, revêtent plusieurs formes. Donc premièrement, législatif. Par exemple, aujourd'hui, il y a des enjeux autour des lois NRE, Grenelle II, Warsmann. Politique également, par l'influence des directives prises par les gouvernements et la gouvernance des entreprises et des organisations. Socio-économique, à travers les normes internationales aujourd'hui, les normes ISO, et structurelle, les nouvelles formes d'organisation, les SCOP, les startups, etc. À travers nos interviews, on a pu voir que l'investissement et l'action de la gouvernance, en général, avaient énormément d'impact sur l'adaptation à ces changements, sur la non-résistance au changement. Et donc, à travers cet investissement de la gouvernance, c'est l'implication des acteurs globaux de l'organisation qui vont pouvoir être mobilisés. Un autre élément qui est souvent ressorti dans nos interviews, c'est la notion de responsabilité. Les organisations sont responsables. Cela fait référence à un terme très actuel, mais qui existe depuis quelques bonnes années maintenant, c'est la RSE. La responsabilité sociale, sociétale, environnementale des entreprises. La RSE, qu'est-ce que c'est? C'est un concept dans lequel les entreprises intègrent leurs préoccupations sociales, environnementales, économiques à travers leurs activités. Donc, comment on va déterminer ces orientations RSE? Eh bien, il faut d'abord répondre aux enjeux étatiques, aux enjeux sociétaux. Comment les mettre en action? Eh bien, il faut faire participer les membres de l'organisation à les déterminer. Déterminer les valeurs de l'organisation. Déterminer avec quelle force d'engagement ils vont s'engager dans ces changements. Et répondre aux besoins locaux. Alors, comment veiller à ce que ces changements passent au mode pratique? Eh bien, il faut que l'organisation, peu importe sa taille, peu importe sa forme, trouve le bon mode pour s'y adapter. Sur 3 axes, principalement. Sa capacité d'engagement, pour commencer. Est-ce que ses membres sont prêts à s'investir dans ce changement? Quelle est sa situation financière, sa situation RH, pour pouvoir mettre tout en œuvre à ce que ce changement fonctionne? Ensuite, les champs internes, ses missions, son domaine d'activité. Il est sûr qu'une entreprise ou une organisation qui s'occupe de la restauration ne va pas s'inquiéter de problématiques de chantier. Ensuite, la volonté d'investissement des membres, et ça, c'est un point fondamental. Elle doit se questionner, l'organisation. Quelle est la force d'investissement des membres? Sur quel champ est-ce qu'ils ont envie de s'investir? Et là, c'est un retour réflexif de la gouvernance et des acteurs de l'organisation. Une problématique très actuelle et qui est souvent ressortie dans les interviews que nous avons pu mener, et donc qui nous font arriver à la catégorisation bien-être. Donc, le bien-être des membres, c'est un axe essentiel des changements aujourd'hui, avec, par exemple, pour conséquence, la santé.
Est-ce que mes salariés, qui sont assis tous les jours dans un bureau, devant un ordinateur, sont bien positionnés? Est-ce que mes hommes et femmes qui sont sur les chantiers portent leur casque et respectent les consignes de sécurité? Un autre volet, le respect des droits de l'homme, des droits fondamentaux, des droits de la diversité dans l'organisation. Ensuite, les problématiques très actuelles, le respect des temps de vie. Pourquoi très actuel? À cause de l'invasion du numérique dans nos vies privées, dans nos vies professionnelles, et qui font qu'en ce moment, elles se confrontent un peu trop souvent. Il y a une autre possibilité également, c'est le biais des labellisations et des certifications. En général, ce sont les grands groupes ou les grosses structures qui peuvent s'investir là-dedans. Cependant, elles ont toujours des axes d'investissement qui sont très intéressantes, peu importe la taille de l'entreprise ou de l'organisation. Ces labellisations vont permettre aux entreprises d'avoir des outils techniques, pratiques, pour mettre en place le changement sur des normes qui sont reconnues. Alors, dans les retours d'interview, encore une fois, on a pu remarquer l'implication des membres à travers cette tendance du covoiturage, co-branding, coworking, et je vous en passe des meilleurs. La force et l'énergie de l'action commune. Voilà ce qu'on a pu voir. C'est qu'aujourd'hui, il faut prendre en compte les compétences, la pluricompétence, la multicompétence des membres d'une organisation et d'une communauté. Et c'est cette tendance qui va permettre à l'organisation de comprendre et de mieux cerner les enjeux qui se passent en interne et à l'externe. Il y a autant de co que d'activités dans l'organisation. Il ne faut pas hésiter à mobiliser les membres de l'organisation. Enfin, il faut retenir, après mon petit speech, que les changements qui redéfinissent les normes s'inscrivent dans une volonté sociétale, économique et politique. Il faut également aujourd'hui envisager le travail en organisation en dehors des cadres prescrits des entreprises classiques. Il y a des nouveautés managériales, structurelles qu'il faut prendre en compte également. Enfin, pour nous, futurs professionnels de la communication, professionnels de la communication, directeurs, directrices, cadres qui êtes ici et qui vous y intéressez. Le rôle de la communication là-dedans, c'est quoi? Bien, on dirait, nous, que c'est la coordination et la régulation de la diffusion juste et éthique de ces redéfinitions du changement. Eh bien, le communicant, il faut qu'il réfléchisse aux éléments de langage qu'il peut intégrer. Il faut qu'il réfléchisse aux bons supports à mettre en place pour guider ces changements, aux nouvelles relations sociales, comment les redéterminer. C'est à nous d'accompagner le changement et à nous de nous positionner en tant que facilitateurs. Pour en venir au changement de forme maintenant, s'il vous plaît. Dans les interviews que nous avons réalisées, nous avons pu remarquer différentes formes de changement. Il existe de nouvelles formes d'organisation, de nouvelles pratiques et des changements qu'il faut savoir accompagner. Nous avons cherché à savoir quelles sont ces nouvelles formes d'organisation, mais aussi comment s'organisent les entreprises dites plus traditionnelles pour insuffler le changement. Nous allons donc nous intéresser au changement actuel des pratiques et à ce qu'ils induisent, et nous demander comment s'organise le changement. Nous avons tout d'abord les startups. Il faut savoir que ces dernières années, elles ont révolutionné le monde des organisations en proposant un modèle qui s'adapte selon les gens. Dans ce type d'entreprise, il faut surtout laisser l'initiative, laisser de la liberté aux salariés. Nous avons d'autre part les organisations plus classiques qui, face à l'arrivée des startups et aux situations de changement, se sont rendus compte que trop de rigidité enlève les effets bénéfiques que peuvent avoir la liberté et l'initiative. Ces organisations ont donc désormais recours à d'autres stratégies. Elles induisent le changement à partir d'un investissement dans les pratiques et dans les usages. Pour illustrer ces propos, nous pouvons par exemple parler de mise en place de nouveaux outils, de chartes ou de développement de l'implication des individus, ce qui est essentiel, nous le verrons par la suite. Alors que ces nouvelles formes de changement induisent forcément de nouvelles pratiques au sein des organisations, les entreprises d'aujourd'hui font tout pour innover.
avec comme principe une bonne pratique qui fonctionne quelque part peut très bien fonctionner ailleurs. Cette citation de l'une de nos interviewées nous en dit beaucoup sur la place du partage intra- et interorganisationnel aujourd'hui. Nous pouvons donc voir que l'innovation est aujourd'hui inévitable et qu'elle représente un véritable levier pour les entreprises en changement. L'autre baguette magique utilisée par les organisations est sans nul doute l'implication, pour la simple raison qu'on amène la conduite du changement au sein d'une organisation en y associant le personnel. Mais au-delà de l'implication, nous pouvons observer de nouvelles pratiques de l'entreprise. On parle aujourd'hui de mutualisation des compétences de chacun, de collaboration et surtout d'entraide intergénérationnelle. L'innovation est également au sein de ces organisations. Néanmoins, l'ensemble de ces pratiques doivent être accompagnées au quotidien, d'où le rôle important d'une communication interne à destination des salariés. Dans le cadre de tous ces changements, la communication tient donc un rôle majeur, un rôle principal, c'est le rôle d'accompagnateur. Le chargé de communication, les dirigeants ou encore les managers doivent mettre en place de nombreux outils pour développer de nouvelles formes de collaboration afin de créer l'adhésion et l'implication des salariés face aux changements auxquels ils peuvent être confrontés quotidiennement dans l'entreprise. Si le chargé de communication doit valoriser le changement, il doit également sensibiliser les agents dans le cadre par exemple de l'appropriation de nouveaux outils. À travers nos interviews, nous avons donc remarqué que la notion de forme organisationnelle a essentiellement été associée à la notion de forme structurelle. Pourtant, nous entendons plutôt la notion de changement comme un phénomène social, car en effet, les groupes sociaux constituent eux-mêmes les formes organisationnelles. Donc, comme nous l'avons déjà vu, tout changement, qu'il soit sociétal, organisationnel ou technique, induit des modifications dans les rapports sociaux et dans les représentations symboliques de l'homme. À travers le terme symbolique, nous entendons les changements de perception des acteurs dans une organisation. Ces changements modifient plus ou moins profondément leur représentation des autres, de l'exercice de leur profession et de leur organisation. De nos interviews, nous avons pu dégager deux axes de mutation. D'abord, on relève une atténuation, voire une suppression des frontières entre sphère privée et sphère professionnelle. En effet, de par les normes techniques liées aux technologies de l'information et de la communication, l'acteur est constamment sollicité, ce qui influe sur ses rapports à l'organisation et sur ses pratiques professionnelles. Car l'information est quasi instantanée et elle envahit l'espace-temps des individus qui développent ainsi leur capacité d'ubiquité. Deuxième mutation, ce sont les mutations organisationnelles, car on part d'une vision tayloriste de la structure, avec une hiérarchie verticale du haut vers le bas, pour passer à des formes plus collaboratives, avec plus de volonté de participation de la part des acteurs, c'est-à-dire ils ont la volonté d'avoir leur mot à dire, d'être écoutés et d'être intégrés au processus de changement. Ces mutations induisent et produisent des changements symboliques que nous avons pu tenter de regrouper en 5 éléments qui font sens et qui interviennent tant au niveau organisationnel qu'au niveau individuel. Évidemment, la liste n'est pas exhaustive. Le premier élément, c'est l'hyperconnexion, l'hyperinformation. Désormais, l'acteur est constamment connecté à l'organisation, il a accès à l'information de manière plus rapide, plus facile, grâce à une multitude d'outils tels que Internet dans tous les lieux et les outils mobiles connectés tels que vos smartphones. Deuxième élément, l'implication et l'apprentissage. En effet, l'acteur est en apprentissage permanent et par l'échange de connaissances et de compétences avec ses pairs. Il conçoit davantage donc ses projets à travers la collaboration. Troisième point, l'engagement et la citoyenneté. En effet, l'acteur développe le besoin de participer aux décisions de l'organisation et au changement. Il souhaite une coordination des décisions de façon plus démocratique. Quatrième point, l'instantanéité et l'efficacité. L'acteur souhaite avoir de plus en plus de résultats dans l'immédiat
Ils sont donc, dit-on, rationalisants, c'est-à-dire qu'ils considèrent d'abord l'expérience, puis la réflexion. Enfin, dernier point, l'inquiétude et la quête perpétuelle, c'est-à-dire que les changements, quels qu'ils soient, engendrent une remise en question, et l'acteur s'inquiète à propos de sa place dans l'organisation, mais il cherche aussi de plus en plus à être en cohérence avec lui-même et avec le collectif. En conclusion, nous pouvons dire que le symbolique est un processus complexe, car il induit une co-construction et des changements permanents. Il n'est donc pas stable. Il se construit à partir des normes et des formes, mais il les produit également. Les changements symboliques tendent vers une organisation qu'on dit cognitive et représentationnelle, c'est-à-dire qui répond davantage aux aspirations des individus et qui est basée sur le sens commun des représentations. L'individu est au cœur de l'organisation. Il reprend une certaine forme d'autonomie et de liberté. Il témoigne d'une nécessité de plus d'ajustement, de créativité et de démarche participative. Alors pour conclure, quelle est la place de l'homme dans le changement? Notre problématique de départ. Donc suite aux enquêtes menées, nous pouvons déduire que l'homme tient un rôle central dans le changement. Donc ces mutations de comportement engendrent des évolutions dans le fonctionnement des structures et font également émerger des nouvelles formes d'organisation. Or, prenons en compte le fait que le domaine de l'information-communication évolue sans cesse dans un environnement instable, nous ne pouvons pas aujourd'hui affirmer que l'humain, l'homme en général, détient le pouvoir, entre guillemets, dans le changement, ni au contraire qu'il tienne un rôle de figurant. En analysant notre recueil de données, la notion de contexte nous est parue cruciale, vraiment primordiale plutôt. Donc à chacun sa manière de communiquer, d'exécuter, de manager. Ainsi, on peut affirmer que le contexte et la personnalité des acteurs sont autant d'éléments qui rendent chaque situation unique. Concernant aussi les normes sociétales, la forme des entreprises, les évolutions de comportement sont aussi des facteurs que l'homme ne peut pas toujours maîtriser dans le changement. Par conséquent, nous ne pouvons pas aujourd'hui dire que l'humain tient le pouvoir, donc il n'y a ni le rôle de maître dans le changement, ni le rôle de figurant. L'homme, comme la technique dans son ensemble, partage le changement et participe à cette évolution-là. Merci à tous.